Quand on évoque les antilopes ou les gazelles, on a l'image de victimes condamnées d'avance. En vérité, ces animaux exposés à la prédation sont l'une des grandes réussites du règne animal. C'est sur le continent africain qu'on trouve le plus d'antilopes. On y dénombre 72 espèces. Aussi bien des grands animaux qui peuvent peser une demi-tonne que des tout petits spécimens qui pèsent 100 fois moins, comme le dik-dik. Cette antilope pygmée, qui ne fait que quelques kilos, survit dans les broussailles du milieu aride. Cet environnement lui convient. Ici, elle trouve de l'ombre, des abris et de quoi manger. Avec son museau allongé, elle peut cueillir de toutes petites feuilles et satisfaire ainsi ses besoins limités en nourriture. L'espèce vit en couple, ce qui est rare chez les antilopes. La femelle et le mâle sont très semblables, mais on peut reconnaître le mâle grâce à ses petites cornes. La tache noire qu'on voit sous l'œil de l'animal correspond à la présence d'une glande. Elle secrète une matière odorante que le dik-dik dépose sur les brindilles pour marquer son territoire de quelques hectares. La petite antilope connaît les moindres recoins de son domaine et ses occupants habituels. Elle sait s'il y a raison ou non de s'inquiéter. À cause de sa petite taille, elle a une vingtaine de prédateurs. Cela va des serpents aux rapaces, en passant par le chacal à chabraque. Quand il perçoit une menace, le dik-dik adopte une stratégie toute simple. Elle consiste à ne plus bouger. Il espère que de cette façon, il ne sera pas détecté. Cela suppose du sang-froid, mais très souvent, ça marche. Le dik-dik est l'une des antilopes dont le taux de prédation est le plus faible. Un résultat qu'il obtient aussi parce qu'il ne boit quasiment jamais et qu'il évite ainsi l'épreuve du point d'eau, à laquelle sont confrontées la plupart des antilopes. Ces koudous qui approchent pour aller voir vont retrouver à la mare des impalas à face noire, qui sont eux-mêmes en compagnie de quelques girafes. Le fait que la mare soit très fréquentée arrange un peu tout le monde. C'est un grand classique chez les antilopes que de compter un peu sur la vigilance des autres. Leur vie est pleine de fausses alertes et de fuites inutiles. Les lionnes qui dormaient sous un arbre proche se sont réveillées, mais pour se recoucher aussitôt. À cette distance, à cette heure de la journée,
le risque paraît raisonnable. Les zèbres sont en sentinelle. Alors ces femelles de grands coudous ont fini elles aussi par aller boire. Le koudou est une très grande antilope, la plus grande après l'élan. Le mâle, qui est le seul à porter des cornes, pèse entre 200 et 300 kilos. C'est presque 50 fois le poids du dik-dik. Quand les cornes ont cette triple spirale, elles mesurent environ 1,20 m. Elles indiquent que l'animal a au moins 6 ans. Chez toutes les antilopes, la taille des cornes est un critère déterminant pour établir une hiérarchie entre les mâles. Il peut suffire de les montrer. En tout cas, le koudou rechigne à s'en servir. Il préfère le plus souvent éviter le combat avec ses congénères. Il est vrai qu'en cas d'affrontement, il y a un risque sérieux de rester bloqué en emmêlant ses cornes spiralées. L'espèce n'est pas territoriale. Les grands mâles tolèrent finalement assez bien la présence de concurrents à leur côté, même quand ils convoitent une femelle. Il y a là 2 mâles et 2 femelles. On pense donc spontanément à 2 couples. Mais on est chez les antilopes, où il n'y a en vérité que quelques espèces et de petite taille qui soient monogames. D'ordinaire, chacun vit de son côté. On se rapproche pour se reproduire. En dehors de ces moments, les femelles vivent entre elles avec leurs jeunes. Dès que leurs cornes dépassent de leurs oreilles, les jeunes mâles doivent quitter le groupe maternel et rejoindre un troupeau de célibataires de leur sexe. Les grands mâles, quant à eux, sont souvent solitaires. À cause de leurs grandes cornes, qui sont les plus grandes de toutes les antilopes, ils perdent en vitesse et en mobilité et deviennent des proies faciles pour les lions. La statistique est terrible. Moins d'un animal sur 2 passe le cap d'une nouvelle année. Faute de bons résultats par la fuite, le grand koudou utilise parfois contre toute attente la stratégie du dik-dik. La discrétion. Le pari semble insensé compte tenu de la taille de l'animal. Mais il va user d'un atout, la couleur de son pelage. Le résultat est là. Dès que l'animal s'immobilise, les cornes se perdent dans les branches et la silhouette argentée se dissout à merveille dans la broussaille. Malgré tout, l'espérance de vie de ce jeune mâle n'est que de 9 ans. Alors que les femelles de son espèce vivent en moyenne une quinzaine d'années.
La prédation n'est pas la seule responsable de cette différence de longévité. C'est aussi une question d'alimentation. Les koudous mangent essentiellement des feuilles. À la saison sèche, 75% de la végétation disponible a disparu ou perdu l'essentiel de ses vertus nutritives. Les antilopes doivent donc se déplacer davantage pour trouver leur nourriture. Comme les femelles sont moins lourdes, elles dépensent moins d'énergie et parviennent plus facilement à satisfaire leurs besoins quotidiens. Cette grande différence de morphologie entre mâles et femelles se retrouve chez les autres espèces d'antilopes qui sont proches du koudou. Par exemple, le gui barnaché, une antilope de taille moyenne dont voilà la femelle. Elle vit en solitaire avec ses jeunes le long des cours d'eau boisés. La grande famille des antilopes africaines se divise en 9 sous-familles. Le guibe et le koudou appartiennent à celle des antilopes à cornes en spirale. Voilà le mâle du guibe, très différent de la femelle. Son pelage est plus sombre et il a des cornes. Elles font une trentaine de centimètres et présentent une torsade. En Afrique australe, le guibe partage parfois son habitat avec un de ses cousins, beaucoup plus grand que lui et qui ressemble un peu à un koudou à long poil. C'est un nyala mâle, une antilope d'une centaine de kilos. En tant que membre du même groupe, le nyala a beaucoup de points communs avec le guibe et le koudou. Comme eux, il est sédentaire et il ne défend pas de territoire. Il s'associe parfois à d'autres mâles, mais de façon ponctuelle et éphémère. En permanence, des individus arrivent et d'autres quittent le groupe. Lorsque les nyalas frottent ainsi leurs cornes sur le sol, c'est pour éprouver leur force. C'est comme un entraînement sans partenaire. On retrouve un peu le même comportement chez cette grande antilope de 150 kg, le bubal. Mais cette fois, il a une autre signification. C'est l'expression d'une attitude territoriale. Voilà donc des mâles. Mais autrement, il est difficile de les distinguer des femelles qui sont très semblables et portent elles aussi des cornes.
Comme c'est souvent le cas chez les antilopes, cette espèce a quelques variantes. Celui-ci est un bubal rouge, un animal adapté à la sécheresse. Son pelage est dense mais très court. Il a un fort pouvoir réfléchissant, ce qui réduit l'impact du rayonnement solaire. Ce grand mâle se trouve au cœur de son territoire, un endroit qu'il marque régulièrement en y déposant son odeur. En dehors de la période de reproduction, il vit un peu à l'écart du groupe où se trouvent ses quelques femelles et leur progéniture. La bosse aux épaules et le dos incliné sont caractéristiques de la tribu d'antilopes dont il fait partie, celle des alcélaphinés. On y retrouve d'autres grandes antilopes de plaine, comme les tsetsébés. Leur silhouette est proche de celle du bubal, mais la robe est plus sombre et les cornes moins angulaires. Pour leur sécurité, ils observent une règle simple. Il y a toujours davantage d'individus en alerte que d'animaux qui boivent. Voilà encore une espèce où les deux sexes portent des cornes. Celles des mâles sont un peu plus épaisses, d'autant qu'ils ont tendance à les enduire de boue. Ils voudraient de cette façon en augmenter le volume et paraître plus impressionnants pour leurs rivaux. Le petit groupe a pu boire sans dommage, sans doute une fois encore parce que les antilopes ont bien choisi leur moment dans la journée. Car leurs principaux prédateurs sont tout près de là. Et ils ont vu les tsetsébés, mais décidément pour eux, ce n'est pas une heure pour chasser. En Afrique orientale, on appelle ces animaux des topis, en référence à cette habitude qu'ils ont de monter sur les termitières pour surveiller l'alentour. Voilà le modèle miniature dans la tribu du topi. Le blesbok fait moins d'1 mètre au garrot. Cette antilope rare est typiquement une antilope de plaine. Elle aime les espaces dégagés qui favorisent la communication visuelle. On se parle entre individus en utilisant des postures. Les antilopes ont un incroyable registre comportemental. Il varie selon les espèces et il est plus spectaculaire chez les espèces territoriales. À l'approche d'un rival, ce mâle confirme qu'il est chez lui. Il marque les herbes de son odeur au moyen des glandes olfactives qu'il a sur le front, juste en dessous des yeux. L'organisation sociale du blesbok est classique.
Les mâles territoriaux vivent de leur côté et les femelles forment des petits troupeaux avec leurs jeunes. Quand l'herbe est rare, c'est une espèce qui réduit de façon spectaculaire son activité pour éviter toute dépense inutile d'énergie. Troisième composante de cette population, les mâles célibataires qui constituent aussi des petits groupes. De temps à autre, deux individus s'en détachent pour des questions de suprématie. L'affrontement est sérieux. La posture caractéristique. Ces antilopes combattent toujours à genoux. À l'évidence, la lutte continuera plus loin. Alors le groupe reprend sa marche. C'est une petite migration au sein d'un espace protégé aux contours limités. Un comportement hérité d'une autre époque, lorsque les blesboks se comptaient par dizaines de milliers dans ces paysages du sud de l'Afrique. Ils s'y trouvaient en compagnie de quantité d'animaux. Des cousins du zèbre, les quaggas, aujourd'hui disparus. Des élans, la plus grande des antilopes, dont les effectifs ont été terriblement réduits. Mais il y avait aussi un animal étrange, un grand mammifère à la silhouette improbable. C'est un gnou. Mais un gnou à queue blanche, une espèce endémique d'Afrique du Sud. La population de cet animal est passée en 2 siècles de quelques millions à quelques centaines d'individus. Il ne faut pas se fier aux apparences. Ce gnou est un proche cousin du blesbok. Non seulement c'est une antilope, mais il appartient lui aussi à la tribu du bubal et du topi. La crinière dressée, la barbe, la touffe de poils entre les pattes avant sont peu communs. Son pelage est si sombre qu'on l'appelle le gnou noir et parfois plus familièrement le clown de la savane. Ses pattes plus courtes à l'arrière lui donnent une silhouette disgracieuse. Mais elles présentent un avantage. Elles lui permettent de passer sans effort de la marche au galop et de tenir longtemps l'allure. Il existe un autre gnou, dont la silhouette nous est plus connue. Il s'agit du gnou bleu, autrement dit, du gnou commun. Il est un peu plus grand, mais surtout beaucoup plus massif que le gnou noir. Chez toutes les antilopes,
Les yeux sont placés latéralement pour leur permettre de bien voir vers l'arrière. Autre caractéristique commune à tous les membres de cette famille, ils ont des doigts en nombre pair. La dernière phalange est recouverte par un sabot. Les antilopes ont 4 doigts, mais en fait, elles n'en utilisent que 2. Les 2 autres sont atrophiés et ne servent guère. À l'aide des glandes qu'il a sur le front, ce gnou marque son territoire. Quand il aura épuisé les ressources en nourriture de l'endroit, il le quittera et se mettra en quête de nouveaux pâturages. Il marche vers un endroit où l'herbe sera plus verte. En Afrique orientale, dans les grandes plaines du sud du Kenya et du nord de la Tanzanie, cela se traduit par une incroyable migration. Invariablement, à la même époque de l'année, des centaines de milliers de gnous passent au même endroit où les attendent les mêmes crocodiles. On a beaucoup moqué ces traversées aveugles et les gnous ont hérité d'une mauvaise image. Celle d'animaux sans cervelle qui se jettent littéralement dans la gueule de leurs prédateurs. Les gnous perdent 10% de leurs effectifs dans cette transhumance. Mais près d'1 million d'animaux atteignent leur objectif pour former année après année le plus grand troupeau sauvage de la Terre. Si la stratégie des gnous paraît simple et suicidaire, elle s'avère finalement très efficace. C'est le miracle des antilopes. Pour faire face à leurs besoins en nourriture et à la menace des prédateurs, chaque espèce a trouvé ses solutions pour exister. Ceux-là ont investi les berges. L'espace est dégagé et ils sont à l'abri des embuscades du léopard. Ce sont des kobas croissants, sans doute l'une des antilopes les plus dépendantes de l'eau. Ils ont des grandes oreilles et ils ruminent, comme toutes les antilopes. Il y a 2 façons de pratiquer la rumination. Debout ou posé sur le ventre. Car il faut que le contenu de l'estomac se déplace librement. Pour cette raison, on ne voit presque jamais d'antilope étendue sur le flanc.
Les cobs à croissant font partie des antilopes qui ne sont pas très sélectives en matière de nourriture, mais qui doivent boire beaucoup. Ils ont trouvé au bord de l'eau de quoi satisfaire leurs besoins. Ils y mangent des graminées qui leur conviennent et n'ont guère sur ce terrain de concurrence des autres herbivores. Voilà ce qui explique pourquoi il y a tant d'espèces d'antilopes. Chacune s'est adaptée à une niche écologique différente. Les cobs en bas âge ont un comportement peu ordinaire. Ils sont fugueurs. Ils s'aventurent régulièrement tout seuls, au mépris du danger. Celui-là a une bonne raison de le faire. Il va rejoindre sa mère, car c'est l'heure de la tétée. Chez les cobs, le sevrage intervient vers 6 à 8 mois. À ce moment, les jeunes sont déjà très grands et ils ont besoin de beaucoup de lait. Pour se soulager un peu de l'appétit de son petit, la femelle va essayer de lui compliquer la tâche. C'est l'occasion d'observer qu'elle s'agenouille sur ses pattes antérieures pour se coucher. Encore une particularité des ruminants. Le cob à croissant se distingue par son pelage dru et dense, orné d'un anneau blanc sur la croupe. Son poil est gras et il dégage une odeur musquée. On a cru à tort qu'elle dissuadait les prédateurs. C'est l'une des antilopes les plus lourdes. Une femelle pèse 160 kg et un grand mâle territorial peut atteindre 1/4 de tonne. Il a de belles cornes annelées qui peuvent mesurer près d'1 mètre. Chez les antilopes, les cornes commencent à pousser quelque temps après la naissance sur l'os frontal. Elles sont composées de matière osseuse recouverte d'une enveloppe de kératine. Dans la tribu des cobs, les cornes sont réservées aux mâles. Chez les antilopes, on constate que c'est le cas finalement d'environ une espèce sur 2. On est incapable d'expliquer à coup sûr le pourquoi des 2 options. Cornes pour les 2 sexes chez les antilopes cheval. Un groupe qui comprend une poignée d'espèces spectaculaires comme cet hippotrague noir. L'antilope rouane présente la même silhouette, mais en plus massif. Mâles et femelles pèsent plus de 250 kg. Les rouanes sont organisés en petites hardes où l'on observe que les individus adultes maintiennent toujours une distance de quelques mètres entre eux.
Fragilisée par son exigence alimentaire et par la chasse, cette antilope aux longues oreilles est devenue rare. On retrouve son masque noir chez la plus spectaculaire des antilopes cheval, l'oryx avec sa robe aux motifs incomparables. Voilà sans doute l'une des antilopes les mieux adaptées aux conditions d'aridité. Chez l'oryx, le mâle et la femelle sont semblables et portent des cornes toutes droites en forme de lance, des armes redoutables pour se défendre contre les prédateurs. L'oryx partage ici le milieu de cette petite antilope, un springbok, évidemment attentif au passage de cette lionne. Le prédateur ne tentera rien, car il connaît leur manège qui pourrait lui coûter beaucoup d'énergie. Pour perturber leurs chasseurs, ou simplement pour jouer, les springboks ont ce comportement unique qu'on appelle le pronking. Ils rebondissent comme des balles, le dos arqué, jusqu'à 2 mètres de haut. Le springbok est une gazelle, les gazelles étant une autre sous-famille des antilopes. En Afrique, elle compte une douzaine d'espèces. Ce sont des animaux de taille moyenne avec des pattes longues qui sont taillées pour la vitesse. Toutes les gazelles peuvent survivre en milieu aride et profiter d'une nourriture inaccessible aux herbivores exigeants en eau. Les besoins du springbok sont en la matière limités au maximum. Il peut vivre sans boire. Il suffit que sa nourriture contienne 10% d'humidité. Ce peu d'eau, il sait le garder précieusement. Une particularité qui est le résultat d'adaptation. Son pelage clair réfléchit la chaleur. Il peut aussi laisser monter sa température de quelques degrés plutôt que de transpirer et de haleter pour se rafraîchir. Sans compter que s'il trouve une eau trop chargée en sels minéraux pour les autres espèces, eh bien le springbok peut la boire. Les solutions viennent aussi tout simplement du comportement. Chaque fois qu'ils le peuvent, ils se mettent à l'ombre. Les deux sexes sont quasiment semblables. C'est par les cornes qu'on peut le plus facilement les distinguer. L'espèce n'échappe pas à la règle, celles des femelles sont plus fines. Les springboks vivent en groupes mixtes de taille variable.
seuls les mâles territoriaux se tiennent à l'écart. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas de concurrents en matière de nourriture. L'inconvénient, c'est qu'ils sont très exposés. Mais l'espèce résiste bien à la prédation grâce à sa capacité de reproduction hors norme. Les femelles ont à peine 1 an lorsqu'elles donnent naissance à leurs premiers jeunes. Les petits doivent être parfaitement finis et quasiment prêts à courir lorsqu'ils viennent au monde. Alors la gestation est longue, comme c'est le cas chez toutes les antilopes. Cette jeune mère s'est accouplée 6 mois plus tôt. Le plus souvent, il y a une période précise pour les naissances et par conséquence pour l'accouplement. Le rafficaire échappe complètement à la règle. Il se reproduit toute l'année. Cette petite antilope qui fait une dizaine de kilos est de la même tribu que le dik-dik. Comme lui, elle vit en couple sur un territoire. Même régime alimentaire, composé de petites feuilles, même capacité à se passer d'eau, mais une différence majeure. Le rafficaire s'aventure en milieu ouvert. Il y retrouve sa compagne. Elle est un peu plus grande que lui et n'a pas de cornes. L'épisode de séduction qui commence est très ritualisé. Cette façon de toucher la femelle en levant la patte avant se retrouve aussi chez les gazelles et chez des grandes espèces comme les kobs et les antilopes cheval. Le mâle est patient. Il sait que c'est une procédure obligée. On peut imaginer que ce comportement, tout en délicatesse, serait apprécié par les femelles d'autres espèces dont les mâles sont plus directs. Chez les impalas, c'est tout le contraire du couple monogame. Le mâle dominant est à la tête d'un harem de quelques dizaines de femelles. En période de reproduction, il les teste et fait son choix. Ce panache blanc dressé est un indicateur de l'état d'excitation. L'impala est souvent considérée comme la plus parfaite de toutes les antilopes.
Cette espèce est si particulière qu'elle ne rentre dans aucune des sous-familles existantes et qu'elle a la sienne propre. L'impala se caractérise par une grande capacité d'adaptation, que ce soit en matière d'habitat ou de nourriture. Il aime brouter l'herbe tendre, mais se contente de ce qu'il trouve à la saison sèche. C'est un peu l'archétype de l'antilope, mais doté de quelques particularités comme ces touffes de poils noirs sur ses pattes arrière qui dissimulent des glandes olfactives curieusement placées. L'animal est grégaire, mais son comportement est souvent paradoxal. On assiste au sein des groupes à un curieux mélange d'indifférence et de solidarité. Ces femelles peignent, comme en témoignent ces traces laissées dans leur pelage. Le groupe des femelles est quasiment inséparable, mais aucune n'entretient de vraies relations avec les autres. L'organisation sociale des impalas est fluctuante. Parfois, les mâles n'ont un comportement territorial que durant quelques semaines, à la période du rut. Celui-là s'est cassé une corne. Elle ne repoussera pas. Il est exclu pour toujours de la compétition que se livreront les mâles au petit matin. Il y a dans ces courses, dans les combats, l'élégance, l'engagement, la rage de vivre de toutes les antilopes. Une grande famille qu'il faut voir pour ce qu'elle est. Un groupe qui s'est diversifié à l'extrême, en taille, en mode de vie, en exigence alimentaire, pour relever coûte que coûte les défis qu'il faut affronter quand on est la proie désignée. Lorsque les nyalas frottent ainsi leurs cornes sur le sol, c'est pour éprouver leur force. C'est comme un entraînement sans partenaire. On retrouve un peu le même comportement chez cette grande antilope de 150 kg, le bubal. Mais cette fois, il a une autre signification. C'est l'expression d'une attitude territoriale.
Voilà donc des mâles. Mais autrement, il est difficile de les distinguer des femelles qui sont très semblables et portent elles aussi des cornes. Comme c'est souvent le cas chez les antilopes, cette espèce a quelques variantes. Celui-ci est un bubal rouge, un animal adapté à la sécheresse. Son pelage est dense mais très court. Il a un fort pouvoir réfléchissant, ce qui réduit l'impact du rayonnement solaire. Ce grand mâle se trouve au cœur de son territoire, un endroit qu'il marque régulièrement en y déposant son odeur. En dehors de la période de reproduction, il vit un peu à l'écart du groupe où se trouvent ses quelques femelles et leur progéniture. La bosse aux épaules et le dos incliné sont caractéristiques de la tribu d'antilopes dont il fait partie, celle des alcélaphinés. Pas presque jamais d'antilope étendue sur le flanc. Les cobs à croissant font partie des antilopes qui ne sont pas très sélectives en matière de nourriture, mais qui doivent boire beaucoup. Ils ont trouvé au bord de l'eau de quoi satisfaire leurs besoins. Ils y mangent des graminées qui leur conviennent et n'ont guère sur ce terrain de concurrence des autres herbivores. Voilà ce qui explique pourquoi il y a tant d'espèces d'antilopes. Chacune s'est adaptée à une niche écologique différente. Les cobs en bas âge ont un comportement peu ordinaire. Ils sont fugueurs. Ils s'aventurent régulièrement tout seuls, au mépris du danger. Celui-là a une bonne raison de le faire. Il va rejoindre sa mère, car c'est l'heure de la tétée. Chez les cobs, le sevrage intervient vers 6 à 8 mois. À ce moment, les jeunes sont déjà très grands et ils ont besoin de beaucoup de lait. Pour se soulager un peu de l'appétit de son petit, la femelle va essayer de lui compliquer la tâche. C'est l'occasion d'observer qu'elle s'agenouille sur ses pattes antérieures pour se coucher, encore une particularité des ruminants. Le cob à croissant se distingue par son pelage dru et dense, orné d'un anneau blanc sur la croupe. Son poil est gras et il dégage une odeur musquée. On a cru à tort qu'elle dissuadait les prédateurs. Longues oreilles est devenue rare.
on retrouve son masque noir chez la plus spectaculaire des antilopes cheval. L'oryx avec sa robe aux motifs incomparables. Voilà sans doute l'une des antilopes les mieux adaptées aux conditions d'aridité. Chez l'oryx, le mâle et la femelle sont semblables et portent des cornes toutes droites en forme de lance. Des armes redoutables pour se défendre contre les prédateurs. L'oryx partage ici le milieu de cette petite antilope, un springbok, évidemment attentif au passage de cette lionne. Le prédateur ne tentera rien, car il connaît leur manège qui pourrait lui coûter beaucoup d'énergie. Pour perturber leurs chasseurs, ou simplement pour jouer, les springboks ont ce comportement unique qu'on appelle le pronking. Ils rebondissent comme des balles, le dos arqué, jusqu'à 2 mètres de haut. Le springbok est une gazelle. Les gazelles étant une autre sous-famille des antilopes. En Afrique, elle compte une douzaine d'espèces. Ce sont des animaux de taille moyenne avec des pattes longues qui sont taillées pour la vitesse. Toutes les gazelles peuvent survivre en milieu aride et profiter d'une nourriture inaccessible aux herbivores exigeants en eau. Les besoins du springbok sont en la matière limités au maximum. Les antilopes ont 4 doigts, mais en fait, elles n'en utilisent que 2. Les 2 autres sont atrophiés et ne servent guère. À l'aide des glandes qu'il a sur le front, ce gnou marque son territoire. Quand il aura épuisé les ressources en nourriture de l'endroit, il le quittera et se mettra en quête de nouveaux pâturages. Il marche vers un endroit où l'herbe sera plus verte. En Afrique orientale, dans les grandes plaines du sud du Kenya et du nord de la Tanzanie, cela se traduit par une incroyable migration. Invariablement, à la même époque de l'année, des centaines de milliers de gnous passent au même endroit où les attendent les mêmes crocodiles. On a beaucoup moqué ces traversées aveugles et les gnous ont hérité d'une mauvaise image. Celle d'animaux sans cervelle qui se jettent littéralement dans la gueule de leurs prédateurs.
Les gnous perdent 10% de leurs effectifs dans cette transhumance. Mais près d'1 million d'animaux atteignent leur objectif pour former année après année le plus grand troupeau sauvage de la Terre. Si la stratégie des gnous paraît simple et suicidaire, elle s'avère finalement très efficace. C'est le miracle. Ça marche. Le dik-dik est l'une des antilopes dont le taux de prédation est le plus faible. Un résultat qu'il obtient aussi parce qu'il ne boit quasiment jamais et qu'il évite ainsi l'épreuve du point d'eau, à laquelle sont confrontées la plupart des antilopes. Ces koudous qui approchent pour aller boire vont retrouver à la mare des impalas à face noire, qui sont eux-mêmes en compagnie de quelques girafes. Le fait que la mare soit très fréquentée arrange un peu tout le monde. C'est un grand classique chez les antilopes que de compter un peu sur la vigilance des autres. Leur vie est pleine de fausses alertes et de fuites inutiles. Les lionnes qui dormaient sous un arbre proche se sont réveillées, mais pour se recoucher aussitôt. À cette distance, à cette heure de la journée, le risque paraît raisonnable. Les zèbres sont en sentinelle. Alors ces femelles de grands koudous ont fini elles aussi par aller boire. Le koudou est une très grande antilope, la plus grande après l'élan. Le mâle, qui est le seul à porter des cornes, pèse entre 200 et 300 kilos. C'est presque 50 fois le poids du dik-dik. Quand les cornes ont cette triple spirale, elles mesurent environ 1,20 m. Elles indiquent que l'animal a au moins 6 ans. Chez toutes les antilopes, la taille des cornes est un critère déterminant pour établir une hiérarchie entre les mâles. Un peu plus épaisse, d'autant qu'ils ont tendance à les enduire debout. Ils voudraient de cette façon en augmenter le volume et paraître plus impressionnants pour leurs rivaux. Le petit groupe a pu boire sans dommage, sans doute une fois encore parce que les antilopes ont bien choisi leur moment dans la journée. Car leurs principaux prédateurs sont tout près de là. Et ils ont vu les tsetsébés, mais décidément pour eux, ce n'est pas une heure pour chasser. En Afrique orientale, on appelle ces animaux des topis, en référence à cette habitude qu'ils ont de monter sur les termitières pour surveiller l'alentour. Voilà le modèle miniature dans la tribu du topi. Le blesbok fait moins d'1 mètre au garrot. Cette antilope
Rare est typiquement une antilope de plaine. Elle aime les espaces dégagés qui favorisent la communication visuelle. On se parle entre individus en utilisant des postures. Les antilopes ont un incroyable registre comportemental. Il varie selon les espèces et il est plus spectaculaire chez les espèces territoriales. À l'approche d'un rival, ce mâle confirme qu'il est chez lui. Il marque les herbes de son odeur au moyen des glandes olfactives qu'il a sur le front, juste en dessous des yeux. L'organisation sociale du blesbok est classique. Les mâles territoriaux vivent de leur côté et les femelles forment des petits troupeaux avec leurs jeunes. Quand l'herbe est rare, c'est une espèce qui réduit de façon spectaculaire son activité pour éviter toute dépense inutile d'énergie. Des grands animaux qui peuvent peser une demi-tonne, que des tout petits spécimens qui pèsent 100 fois moins, comme le dik-dik. Cette antilope pygmée, qui ne fait que quelques kilos, survit dans les broussailles du milieu aride. Cet environnement lui convient. Ici, elle trouve de l'ombre, des abris et de quoi manger. Avec son museau allongé, elle peut cueillir de toutes petites feuilles et satisfaire ainsi ses besoins limités en nourriture. L'espèce vit en couple, ce qui est rare chez les antilopes. La femelle et le mâle sont très semblables. Mais on peut reconnaître le mâle grâce à ses petites cornes. La tache noire qu'on voit sous l'œil de l'animal correspond à la présence d'une glande. Elle secrète une matière odorante que le dik-dik dépose sur les brindilles pour marquer son territoire de quelques hectares. La petite antilope connaît les moindres recoins de son domaine et ses occupants habituels. Elle sait s'il y a raison ou non de s'inquiéter. À cause de sa petite taille, elle a une vingtaine de prédateurs. Cela va des serpents aux rapaces, en passant par le chacal à chabraque. Quand il perçoit une menace, le dik-dik adopte une stratégie toute simple. Elle consiste à ne plus bouger. Il espère que de cette façon, il ne sera pas détecté. Cela suppose du sang-froid, mais très souvent, ça marche. Le dik-dik est l'une des antilopes dont le taux de prédation est le plus faible. Le pari semble insensé compte tenu de la taille de l'animal. Mais il va user d'un atout, la couleur de son pelage. Le résultat est là. Dès que l'animal s'immobilise, les cornes se perdent dans les branches et la silhouette argentée se dissout à merveille dans la broussaille.
Malgré tout, l'espérance de vie de ce jeune mâle n'est que de 9 ans. Alors que les femelles de son espèce vivent en moyenne une quinzaine d'années. La prédation n'est pas la seule responsable de cette différence de longévité. C'est aussi une question d'alimentation. Les koudous mangent essentiellement des feuilles. À la saison sèche, 75% de la végétation disponible a disparu ou perdu l'essentiel de ses vertus nutritives. Les antilopes doivent donc se déplacer davantage pour trouver leur nourriture. Comme les femelles sont moins lourdes, elles dépensent moins d'énergie et parviennent plus facilement à satisfaire leurs besoins quotidiens. Cette grande différence de morphologie entre mâles et femelles se retrouve chez les autres espèces d'antilopes qui sont proches du koudou. Par exemple, le gui barnaché, une antilope de taille moyenne dont voilà la femelle. Elle vit en solitaire avec ses jeunes le long des cours d'eau boisés. La grande famille des antilopes africaines se divise en 9 sous-familles. Le guibe et le koudou appartiennent à celle des antilopes à cornes en spirale. Voilà le mâle du guibe, très différent de la femelle. Son pelage est plus sombre et il a des cornes. Elles font une trentaine de centimètres et présentent une torsade. Elle aime les espaces dégagés qui favorisent la communication visuelle. On se parle entre individus en utilisant des postures. Les antilopes ont un incroyable registre comportemental. Il varie selon les espèces et il est plus spectaculaire chez les espèces territoriales. À l'approche d'un rival, ce mâle confirme qu'il est chez lui. Il marque les herbes de son odeur au moyen des glandes olfactives qu'il a sur le front, juste en dessous des yeux. L'organisation sociale du blesbok est classique. Les mâles territoriaux vivent de leur côté et les femelles forment des petits troupeaux avec leurs jeunes. Quand l'herbe est rare, c'est une espèce qui réduit de façon spectaculaire son activité pour éviter toute dépense inutile d'énergie. Troisième composante de cette population, les mâles célibataires qui constituent aussi des petits groupes. De temps à autre, 2 individus s'en détachent pour des questions de suprématie. L'affrontement est sérieux. La posture caractéristique. Ces antilopes combattent toujours à genoux.
À l'évidence, la lutte continuera plus loin. Alors le groupe reprend sa marche. C'est une petite migration au sein d'un espace protégé aux contours limités. Un comportement hérité d'une autre époque, lorsque les blesboks se comptaient par dizaines de milliers dans ces paysages du sud de l'Afrique. Voilà sans doute l'une des antilopes les mieux adaptées aux conditions d'aridité. Chez l'oryx, le mâle et la femelle sont semblables et portent des cornes toutes droites en forme de lance, des armes redoutables pour se défendre contre les prédateurs. L'oryx partage ici le milieu de cette petite antilope, un springbok, évidemment attentif au passage de cette lionne. Le prédateur ne tentera rien, car il connaît leur manège qui pourrait lui coûter beaucoup d'énergie. Pour perturber leurs chasseurs ou simplement pour jouer, les springboks ont ce comportement unique qu'on appelle le pronking. Ils rebondissent comme des balles, le dos arqué jusqu'à 2 mètres de haut. Le springbok est une gazelle, les gazelles étant une autre sous-famille des antilopes. En Afrique, elle compte une douzaine d'espèces. Ce sont des animaux de taille moyenne avec des pattes longues qui sont taillées pour la vitesse. Toutes les gazelles peuvent survivre en milieu aride et profiter d'une nourriture inaccessible aux herbivores exigeants en eau. Les besoins du springbok sont en la matière limités au maximum. Il peut vivre sans boire, il suffit que sa nourriture contienne 10% d'humidité. Ce peu d'eau, il sait le garder précieusement. Une particularité qui est le résultat d'adaptation. Les gnous perdent 10% de leurs effectifs dans cette transhumance. Mais près d'1 million d'animaux atteignent leur objectif pour former année après année le plus grand troupeau sauvage de la Terre. Si la stratégie des gnous paraît simple et suicidaire, elle s'avère finalement très efficace. C'est le miracle des antilopes. Pour faire face à leurs besoins en nourriture et à la menace des prédateurs, chaque espèce a trouvé ses solutions pour exister. Ceux-là ont investi les berges. L'espace est dégagé et ils sont à l'abri des embuscades du léopard. Ce sont des kobas croissants, sans doute l'une des antilopes les plus dépendantes de l'eau.
Ils ont des grandes oreilles et ils ruminent, comme toutes les antilopes. Il y a deux façons de pratiquer la rumination. Debout ou posé sur le ventre, car il faut que le contenu de l'estomac se déplace librement. Pour cette raison, on ne voit presque jamais d'antilope étendue sur le flanc. Les kobs à croissant font partie des antilopes qui ne sont pas très sélectives en matière de nourriture, mais qui doivent boire beaucoup. Ils ont trouvé au bord de l'eau de quoi satisfaire leurs besoins. Ils y mangent des graminées qui leur conviennent et n'ont guère sur ce terrain de concurrence des autres herbivores. Voilà ce qui explique pourquoi il y a tant d'espèces d'antilopes. Chacune s'est adaptée à une niche écologique différente.